conclu un accord pour une aide de 1 milliard de dollars. Elle vise à soutenir l'économie ghanéenne au cours des 3 prochaines années. Enfin, le ministre français des Finances annonce des mesures supplémentaires pour remplir les engagements de Paris vis-à-vis de l'Union européenne. C'était là les principaux titres que nous allons développer dans la première partie de ce journal. Et nous allons y aller tout de suite avec cette information qui nous parvient de l'Égypte. Eh bien, de nouvelles entreprises publiques seront bientôt introduites sur Egyptian Exchange. C'est du moins le vœu de 2 ministres égyptiens qui espèrent voir introduire en bourse un maximum d'entreprises publiques. L'objectif est d'accroître la liquidité du marché financier égyptien qui en a besoin, mais aussi de réduire progressivement le poids des subventions sur les charges publiques en améliorant par la même occasion la solidité du trésor public égyptien. 1 milliard de dollars pour soutenir l'économie du Ghana au cours des 3 prochaines années. C'est la substance de l'accord que viennent de conclure le FMI et les autorités ghanéennes. Cette aide sera opérationnelle si des réformes importantes sont mises en place. L'une des priorités du FMI est de s'assurer que les emplois fictifs disparaissent des registres du gouvernement ghanéen. Le Fonds monétaire international accepte accorder au Ghana une facilité de crédit de près de 1 milliard de dollars sur 3 ans en contrepartie de réformes économiques selon un accord préliminaire annoncé ce jeudi. Deuxième économie d'Afrique de l'Ouest, le Ghana avait en septembre sollicité l'aide du fonds pour stabiliser sa monnaie et diminuer son déficit budgétaire. Après avoir connu une croissance économique rapide au cours des dernières années grâce aux exportations d'or, de cacao et de pétrole, il a dû faire face à une chute du cours des matières premières. Il n'y a pas eu de contrôle assez strict sur la gestion des finances publiques. Il y a eu d'importants paiements de salaires qui n'ont pas été contrôlés, des subventions qui n'ont pas été bien dirigées et qui ont tendance à la dette publique. Nous avons vu les premières actions prises par les autorités avec un plan destiné à régulariser et enrayer les irrégularités au niveau des pays. Ce plan a commencé à être mis en œuvre il y a quelques mois déjà. Il servira à détecter et enlever tous les emplois fictifs afin de rendre le système de paye et la base de données beaucoup plus crédible. Il faut s'assurer qu'il n'y a plus d'irrégularités et que de vraies sanctions seront prises contre les responsables de ces fraudes. Cette facilité de crédit sur 3 ans devrait être officiellement approuvée par le conseil d'administration du FMI au début du mois d'avril. Le Ghana a été éprouvé par 3 années difficiles caractérisées par un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation, accompagnée d'une augmentation de la dette et des vulnérabilités financières. La croissance du PIB au Ghana est tombée à 4,1% en 2014, son niveau le plus bas depuis plusieurs années dans un contexte de taux d'intérêt élevés, de vive dépréciation de la monnaie et d'une faible demande. L'inflation au Ghana a atteint 17%, tandis que le déficit budgétaire et la dette publique se sont creusés du fait de l'importante masse salariale, de subventions mal ciblées dans le secteur de l'énergie et des chocs liés à la chute du cours des matières premières. 50 milliards de francs CFA, c'est le montant des sukuk que le Niger entend émettre au cours des 5 prochaines années. Ceci à travers 2 opérations distinctes d'une valeur de 115 milliards de francs CFA chacune. Ces sukuk serviront notamment à financer un certain nombre de projets de développement. Le Niger emboîte ainsi le pas au Sénégal et à l'Afrique du Sud qui ont émis l'an passé des sukuk souverains pour la première fois sur le continent africain. La Tunisie a déjà annoncé l'émission d'un sukuk d'un montant de 264 millions de dollars dans le 3e trimestre 2015, bien sûr. De son côté, la Côte d'Ivoire envisage d'émettre des sukuk d'un montant de 200 milliards de francs CFA. Et puis le ministre français des Finances, Michel Sapin, a assuré jeudi à Vienne que des mesures supplémentaires seraient prises pour remplir les engagements de Paris vis-à-vis de l'Union européenne en matière notamment de réduction de son déficit public en 2015. C'était lors d'une conférence de presse commune avec son homologue autrichien. Suivons ici un extrait de ses propos. La première préoccupation de nos pays
c'est de retrouver une croissance suffisamment forte et suffisamment durable. Et de ce point de vue-là, nous rencontrons des problèmes différents, mais avec un même objectif. Une faible croissance pendant plusieurs années de suite, ça ne peut plus durer. La France respecte ses engagements et respectera bien entendu en 2015 ses engagements de diminuer son déficit structurel de 0,5 points. Et donc j'ai dit déjà à la Commission, et nous aurons à préciser tout cela dans les semaines qui viennent, que cet engagement était l'engagement de la France, pas d'aujourd'hui, c'était un engagement que nous avions pris déjà dès la fin de l'année dernière, que nous considérons être présent dans notre budget, mais si dans les dialogues confiants avec la Commission, des mesures supplémentaires paraissent nécessaires, nous les prendrons d'ici le milieu de cette année, mais il est trop tôt de dire de combien et lesquels. Allons maintenant en Crimée à la rencontre du seul producteur d'huîtres et de moules. Il n'a qu'un seul rêve, prendre d'assaut le marché russe. Voici les images. Le départ se fait en bateau. À quelques centaines de mètres du rivage, Evgeny prépare sa bouteille d'oxygène, ses paniers et son couteau. Une plongée d'une dizaine de minutes pour ramener des mollusques pour le moins insolites pour la Crimée. Aujourd'hui, on a remonté des moules et des cages à huîtres. Des huîtres dans la mer Noire, on n'avait pas vu cela en Crimée depuis la révolution de 1917, date à laquelle les communistes ont mis fin à cette production, trop aristocratique à leur goût. Sergueï Koulik fait figure de nouveau pionnier. Moscovite, il fait des allers-retours entre la capitale russe et la Crimée et possède le seul élevage d'huîtres et de moules de la presqu'île, une affaire pas encore rentable, mais prometteuse. Pour les huîtres, il y en a maximum 500 d'accrochés par ligne d'élevage. Donc 500 fois 2 euros, ça fait 1000 euros par ligne. Ces huîtres seraient plus douces et plus sucrées que leurs concurrentes européennes en raison d'une eau moins iodée. Pour l'heure, elles ne sont vendues qu'en Crimée, mais depuis l'embargo alimentaire décrété par Moscou envers l'Occident, les restaurateurs russes ont dû changer leur chaîne d'approvisionnement. Terminé, les huîtres françaises. Le téléphone de Sergueï n'arrête pas de sonner. Les grandes tables de la capitale et de Saint-Pétersbourg convoitent ces précieux coquillages. Les sanctions, du pain béni pour ce chef d'entreprise. Prochaine étape, augmenter ses capacités de production. Si tout se passe comme je le souhaite, on pourrait passer à un niveau de production industrielle. Je pourrais produire jusqu'à 1 million d'huîtres et 50 tonnes de moules par an. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Sergueï au port de Balaklava, près de Sébastopol. Il a acheté ce vieux bateau d'occasion en Italie, une mini-usine pour calibrer ses coquillages en fonction de leur taille. Les grandes huîtres prêtes pour le marché sont vendues et les petites, on les met dans des filets en plastique en forme de saucisson pour qu'elles continuent de grandir et arrivent à maturité. Si le rêve de grandeur de Sergueï se concrétise, son vieux bateau italien sera relégué à l'âge de pierre au profit d'une production industrielle, avec à la clé de gros bénéfices et des débouchés assurés dans toute la Russie, qui aura pris l'habitude des huîtres élevées dans sa province de Crimée. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. Tout de suite, la deuxième partie, l'invité du jour. Notre invité qu'on ne présente plus, Madame Soléat Dorokpendou du cabinet FMIS basé à Cotonou, Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler des matières premières. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les matières premières, ce sont des matériaux de base issus de la nature qui sont peu ou pas transformés. Et généralement, les matières premières sont les ressources naturelles telles que le pétrole, le bois, l'uranium, etc. Nous avons 4 catégories de matières premières. Nous avons les matières premières agricoles, par exemple le maïs, le riz, l'huile, etc. Les produits vivriers. Tout à fait. Nous avons les métaux précieux tels que les joailleries. Nous avons les métaux de base, par exemple l'électricité. Et nous avons aussi l'énergie, le pétrole, le gaz. Il faut dire que des acteurs du marché des matières premières, nous en avons 4. Nous avons le consommateur, nous avons l'intermédiaire, nous avons le producteur et nous avons les investisseurs.
Alors, quand on parle, par exemple, de spéculation boursière, hein, qu'est-ce qu'on entend par là? La spéculation boursière, c'est le fait de parier sur la valeur future d'un bien en se basant sur des indicateurs économiques. Alors, faut-il empêcher la spéculation boursière, par exemple, sur les matières premières que vous avez définies tantôt? C'est une question qui suscite beaucoup de réflexion parce qu'il faut dire que les matières premières sont à la base de tout développement. Et le principe même des spéculations, déjà, c'est de... Les spéculations augmentent la valeur des choses. Les spéculations sont à la base de la flambée des prix. Voilà. Mais il faut dire que les matières premières sont des ressources vraiment essentielles et vraiment vitales, je dirais. Il faut aussi tenir compte du pouvoir d'achat des populations. Parce que cette flambée de prix-là ne tient pas compte des réalités économiques et du pouvoir d'achat du consommateur. Lorsque, par exemple, dans un pays où il y a la guerre, un investisseur s'accapare de la majorité de la production pétrolière dans le but de revendre. Parce qu'il faut dire que le principe du marché boursier, le gain, c'est lorsqu'on achète, mais dans l'intention de revendre plus cher. Et qu'est-ce que les investisseurs font? Ils guettent les actualités économiques, ils guettent les faiblesses économiques et ils se demandent qu'est-ce qui se fera rare très bientôt dans tel ou tel pays. Ils s'accaparent du produit et là, comme ils sont détenteurs du produit, vu que la population a besoin de consommer ce produit, ils augmentent le prix. Donc, il faut dire que ce facteur-là ne tient pas compte du pouvoir d'achat du consommateur et cela influe forcément sur l'économie. Donc, c'est ce que je peux dire de la flambée des prix et de la spéculation, les conséquences de la spéculation. Merci beaucoup, Madame Soleata Doro-Pendou, pour ces explications. Vous restez avec nous pour la troisième partie de ce journal de l'économie. C'est juste après ceci. La troisième partie du journal de l'économie, donc, pour analyser quelques places boursières. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vous propose le FTSE/NSE Kenya 25, l'indice phare de la place boursière du Kenya. Nous avons 232,54 avec une variation positive de 0,27%. Et je passe directement aux bourses européennes. Nous avons le DAX 30 qui est à 11 318. C'est en Allemagne? Oui, c'est en Allemagne. Donc, nous avons le DAX 30, indice phare de la place boursière allemande, 11 318 avec une variation de moins 0,18. Et il faut dire que bien que... Moins 0,08. Oui, moins 0, autant pour moi, moins 0,08%. Et il faut dire qu'aujourd'hui, malgré le fait que le calendrier économique présente des indicateurs assez favorables, il ne faut pas écarter l'hypothèse que nous sommes en fin de semaine et que les investisseurs ont peut-être le besoin de retirer leurs gains. Cela peut expliquer donc, cette hypothèse peut justifier donc la performance négative du DAX 30 aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Soleata Doro-Pendou. Pour conclure ce journal de l'économie, que diriez vos amis téléspectateurs? Conclure ce journal, je dirais déjà que les spéculations sur le marché boursier, comme nous l'avons constaté, sont à la base de la flambée des prix. Et j'aimerais demander à ce qu'il y ait peut-être une assise ou bien qu'il y ait peut-être une réglementation au niveau de cette flambée de prix-là, parce qu'il faut tenir compte du pouvoir d'achat des populations. Nous avons besoin des matières premières, ce sont des ressources vraiment vitales. Je pense qu'il faudrait quand même essayer de régulariser cette situation. Merci beaucoup pour toutes ces explications et pour cette exhortation aussi. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis.